Amis internautes, bonjour, plutôt devrais-je dire amis esclaves, bonjour. Amis esclaves, pourquoi? Parce que, bon, si vous analysez un tout petit peu cette société et notre position dans cette société, on se rend compte qu'on est des esclaves, hein, tout simplement. On est formé juste pour travailler, voilà, on est des esclaves. On ne sert qu'à travailler et rapporter de l'argent à certaines personnes. L'argent est du pouvoir et une certaine manière d'exploiter le monde, voilà, pour certains. Donc ça leur permet d'avoir des villas, des piscines, des jets, de bouffer dans des bons restaurants, d'avoir de la bonne dope, de faire des parties sadomasochistes, etc. Pédophiles, des cérémonies de magie noire et tout. Donc nous, là-dedans, on est les esclaves. Donc c'est pourquoi j'ai aucun mal, aucun scrupule à vous dire, amis esclaves, bonjour. Et voilà, rions-en, je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc cette vidéo-ci, c'est la vidéo longue sur l'éducation. Alors, je me suis rendu compte que l'éducation, vaste sujet, je ne sais pas si en 1 heure, j'aurai le temps de vraiment bien débattre le sujet. Donc voilà, l'école aujourd'hui, elle sert absolument pas à produire des individus libres. Elle sert pas non plus à produire des adultes, en fait, si on regarde bien. Un adulte serait quelqu'un qui serait libre émotionnellement, quelqu'un qui serait pas forcé d'obéir. Je veux dire, l'école nous apprend uniquement à obéir. Reste assis à ta place, tais-toi, ne parle pas, pose pas de questions qui dérangent, répète ce que j'ai dit mot à mot, voilà, répète ce que dit la maîtresse. Voilà, c'est juste, on apprend de l'obéissance. Apprends un métier, passe ce diplôme-là, réponds exactement ce qu'on te demande de répondre, mais surtout pas plus. Si tu réponds moins, tu n'auras pas le diplôme. Si tu réponds plus, tu vas déranger. Donc l'école aujourd'hui forme des esclaves. Je veux dire, l'école ne nous forme pas à l'esprit critique, d'accord, qui est la base d'une démocratie. Donc nous on veut créer, donc on est là, je vous rappelle, proposition pour une nouvelle société, une société plus humaine, une société qui respecte la vie, très important, qui respecte la vie, qui respecte les humains, quelle que soit leur race, leur genre, leur religion. Voilà, une société donc qui respecte la vie, donc qui respecte la nature. Faut qu'on arrête de détruire la planète parce qu'on vit avec cette planète. Enfin, on bouffe ce que la planète produit. Donc aujourd'hui, on produit du poison. On empoisonne la terre, la mer, l'air, on empoisonne tout. Donc aujourd'hui, on est en train de s'empoisonner, de scier la branche sur laquelle on est assis, comme on dit. Alors donc, pour éviter ça, notre avenir, pour nous, c'est foutu. Voilà, notre avenir, c'est nos enfants. Voilà. Non, je le dis en plaisantant parce que je vais parler de l'éducation. Donc l'éducation, voilà, il faut qu'on fasse en fait des nouvelles écoles. Donc on va pas compter sur le gouvernement pour les faire, ces écoles, on va les faire nous-mêmes. Il y a déjà des projets en cours, renseignez-vous. Il y a des tas de pédagogies qui fonctionnent très très bien. Montessori, Freinet, Steiner, d'accord, c'est les 3 plus connus et ce sont des réseaux, d'accord, dans le monde entier. Donc ces pédagogies sont moins pires, d'accord, même certaines sont carrément meilleures. Voilà, Montessori s'intéresse à l'enfant dans son individualité, tandis que Freinet s'intéresse au groupe d'enfants. Voilà, il fait monter tout le groupe ensemble plutôt que de faire des évaluations individuelles par des notes. Il donne une note collective avec des projets collectifs. Steiner, lui, replace l'enfant dans un cadre plus ésotérique, donc dans un cadre plus universel. Il redonne à l'enfant l'histoire de l'humanité dans la galaxie. Voilà, c'est le trip de Steiner. Et ça a ses vertus aussi. Voilà, donc un aspect spirituel, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a une éducation qui est complètement athée, donc vide de sens, puisque le projet de la société, c'est de nourrir les riches, d'accord, c'est de travailler pour les riches. Donc pour nous, ça n'a aucun sens. Nous, on est des individus, on est des êtres humains. Pour moi, l'être humain a la valeur infinie. Donc ça, c'est un des messages qu'il faudrait donner dans l'éducation. Alors, les nouveaux principes de l'éducation. Donc aujourd'hui, l'éducation fonctionne comment? Il y a un programme qui est décidé par des élites, qui doit être répété machinalement, de manière descendante, c'est une autorité qui donne aux professeurs qui sont une autre autorité, il les oblige à donner le programme. C'est complètement machinal.
On traite un groupe de 30 élèves maintenant comme 30 poulets auxquels on doit faire ingurgiter les mêmes graines, quoi. Alors, donc ça ne tient pas compte de l'individualité de l'enfant, ça ne tient pas compte des besoins des enfants. Ensuite, bon, on laisse les enfants assis pendant des heures. Moi, j'ai bossé un peu dans l'éducation. Quand je les voyais sortir à 11h30, je faisais les cantines. Quand je les voyais sortir à 11h30, bon, première chose qu'ils faisaient, ils couraient tous en hurlant. Enfin, c'est horrible, quoi. Je veux dire, ils avaient passé juste 3 heures assis. Voilà, 3 heures assis avec une demi-heure de pause. Ils couraient en hurlant et ils se tapaient dessus. Bon, voilà. Donc j'ai arrêté, évidemment. C'est pas ça que je vois pour mes enfants, pour nos enfants. Donc, on va tenir compte des besoins de l'enfant. Voilà. Alors, premier principe. Les besoins de l'enfant. Je le note en même temps dans mon cahier. Besoins de l'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le pédagogue sait ce qui est bon pour l'enfant. D'accord ? Ça ne marche pas. C'est faux. D'accord ? Le pédagogue, c'est un adulte qui a oublié qui il était quand il était enfant. Et bien souvent, c'est un adulte qui n'a pas fait le travail de guérison émotionnelle. D'accord ? Vous avez peut-être jamais entendu parler du travail de guérison émotionnelle, mais c'est un travail qui est fait dans la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui est fait par des gens comme Carl Rogers, Jacques Salomé. Jacques Salomé, c'est un Français qui fait de la communication consciente. Et beaucoup d'autres, tout un tas de psychologues, etc. Gestalt thérapie, thérapie californienne, que sais-je. Il y a énormément de gens qui font de la guérison émotionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut inclure dans les écoles. Donc aujourd'hui, le pédagogue ne sait pas ce qui est bon pour l'enfant, à part quelques-uns qui le savent, qui sont moins pires, quoi, qui sont moins mauvais que les autres. Donc, le principe, c'est d'être à l'écoute. Voilà, premier principe, être à l'écoute des besoins de l'enfant. C'est-à-dire des besoins individuels et des besoins collectifs. Donc déjà, peut-être avoir un collectif qui soit à taille humaine. Moi, dans mon expérience, j'ai constaté que ce qui marchait très bien, c'est un adulte pour 3 enfants. Bon, voilà. C'est un peu utopique. Moi, je dirais, sinon, un adulte pour 7 enfants, c'est pas mal. 1 pour 7, voilà. C'est pas mal. 1 pour 12, sinon, mais 1 pour 12, franchement, on est dépassé. 1 pour 12, on est dépassé. Moi, je dirais 2 adultes pour 12 enfants, c'est pas mal. Déjà, un adulte devrait jamais être laissé seul avec un groupe d'enfants, parce que c'est trop de responsabilités. Les enfants, c'est la vie. Je veux dire, ça bouge sans arrêt. Ils ont besoin de bouger. Alors, les besoins de l'enfant. Donc, en sous-partie, je dirais, en première sous-partie, être à l'écoute. Écouter les besoins de l'enfant. Les besoins des enfants, les besoins du groupe. Donc, leur demander, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui ? Voilà, très simple. Ensuite, de par les diverses analyses qui ont été faites, notamment par moi et par Steiner, c'est-à-dire moi je suis d'accord avec lui sur ce point, les besoins de l'enfant, d'accord, le premier besoin de l'enfant, c'est d'apprendre à bouger, d'accord. Moi j'ai demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils savaient faire que les adultes ne savaient pas faire. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est bouger. Et il s'est mis à bouger dans tous les sens, le gosse. Donc, les enfants savent bouger et nous, on ne sait plus bouger. En fait, les enfants ont besoin d'apprendre à maîtriser leur corps, d'accord, ce qu'ils entendent par bouger. Donc, maîtrise du corps. Et c'est très important parce qu'il y a des méthodes, je ne me rappelle plus le nom, qui expliquent que si vous voulez apprendre à penser, il faut d'abord apprendre à parler. Pour arriver à penser de manière libre, il faut savoir d'abord s'exprimer verbalement, parler de manière libre, de manière structurée et claire. Et pour apprendre à parler de manière libre, ces études vont plus loin, elles disent pour apprendre à parler, il faut savoir maîtriser son corps. Il faut pouvoir bouger de manière libre, de manière consciente et structurée et claire. Donc, c'est très simple. Si on regarde bien les besoins de l'enfant, jusqu'à au moins 7 ans, ils ont besoin que d'une chose, c'est d'apprendre à bouger, courir, danser, chanter, crier, voilà. D'accord ? Ensuite, à partir de 7 ans, je donne des années, et ça dépend après des enfants et des groupes. Les enfants sont de plus en plus précoces maintenant, et les choses vont de plus en plus vite. Donc les âges, c'est à l'écoute, c'est sur le moment présent, dans la relation avec les enfants. Ils ont besoin d'apprendre à bouger. Ensuite, ils ont besoin d'apprendre à maîtriser, à exprimer leurs émotions et à maîtriser le monde émotionnel, d'accord ? Et ça, c'est l'art, d'accord ? C'est l'art qui permet de faire ça. Donc, de 7 à, on dit globalement, c'est Steiner qui évoque ça, de 7 à 14 ans, alors, je ne suis plus tellement d'accord sur les âges, mais en gros, jusqu'à 7 ans, il faudrait privilégier le mouvement,
Et jusqu'à, disons, ce qu'ils en fassent la demande, jusqu'à 11-12 ans, il faudrait privilégier l'art, l'artisanat. Ils ont besoin vachement de travailler avec leurs mains, de faire des choses précises, de fabriquer des petits objets, de la décoration, de dessiner. Bon, les enfants veulent dessiner, ils veulent... voilà, donc le sport, l'art, l'artisanat, jusqu'à 11, 12, 14 ans. Voilà. Et à partir donc ça leur permet d'apprendre à gérer leurs émotions, d'apprendre à exprimer des émotions, et ensuite on peut intervenir sur leur production artistique pour les aider à transcender, à transmuter des émotions qui peuvent être négatives, ou à cerner, à analyser leur dessin, pour leur demander finalement qu'est-ce qui ressort de ça, qui es-tu finalement, hein, dans ton monde émotionnel, qui es-tu, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui revient sans arrêt, qui fait que tu es toi, tu vois, et qu'est-ce que tu aimerais développer. Donc ça c'est l'art. L'art permet de faire ça. Ça peut être le sport aussi pour certains, mais je pense qu'ils ont tous besoin un peu d'art. Et ils ont besoin aussi de produire quelque chose. Je veux dire, on crée sa valeur par ce qu'on produit aussi. Hein. Par les liens sociaux, la place qu'on a dans le groupe, mais aussi par le fait qu'on peut produire quelque chose et voir ce qu'on a produit. Et on dit, voilà, moi je suis capable de faire ça. Et donc si on le fait de semaine en semaine, d'année en année, on se rend compte que ce qu'on produit c'est de mieux en mieux. Et donc on développe, ce qu'on produit c'est une expression de soi, et quand on s'exprime, je suis désolé, on va mieux. On sait qui on est. Et donc on peut devenir émancipé. Ce qui est le but de la nouvelle école. L'art. Et donc en troisième, vient le développement du monde mental, la pensée, l'esprit critique. Donc l'esprit critique, les enfants d'expérience, ils aiment pas le second degré. Ils considèrent que si on fait une blague ironique, pour eux on leur a menti, c'est du mensonge. Ils comprennent même pas la plupart du temps. Il faut préciser, non, je plaisante, tu sais, mais là je viens de plaisanter avec toi, je viens de te faire une blague. Ah, t'as menti. Non, j'ai fait une blague. Bon, ça passe comme ça, mais en fait au moins jusqu'à 9 ans, ils comprennent pas du tout l'ironie, ils comprennent pas le second degré. Donc il faut attendre que s'éveille chez l'enfant cette compréhension du second degré. Donc on est taquin, on est des adultes, on le teste sans arrêt. Nous de toute façon on vit avec le second degré tous les jours, puisqu'on nous ment tous les jours à la télévision, la publicité, le gouvernement, notre patron nous mentent sans arrêt. Donc on est habitué à jouer avec le second degré. Donc forcément, de par qui on est, de par cette réalité de notre quotidien, on teste les enfants régulièrement, puis à un moment on va voir que ils captent le second degré. Alors à ce moment-là, on commence, c'est si vous voulez, le critère déclencheur pour commencer à lui enseigner des choses intellectuelles. Donc des choses abstraites, des choses... donc on va partir sur... il y a la notion du temps aussi. La notion du temps, elle apparaît assez tardivement chez les enfants. Jusqu'à 7, 8, 9 ans, ils n'ont pas énormément la notion du temps. Puis à partir de 8, 9 ans, 10 ans, là, ça se développe vraiment. Donc voilà, tout ce qui est intellectuel, ça va inclure l'apprentissage de la lecture, si vous voulez. Alors l'apprentissage de la lecture, c'est pas du tout pressé, c'est pas du tout une urgence. Il n'y a aucune urgence à enseigner à lire à nos enfants. Même un ami m'a fait prendre conscience récemment que la lecture, ce serait savoir lire. Apprendre à quelqu'un à lire, ce serait plutôt chercher à le dominer, parce que si on lui apprend à lire, on va lui apprendre à lire quoi ? On va lui apprendre à lire des textes qui correspondent à notre culture. Et aujourd'hui, qui choisit ces textes ? Les profs, via le programme. Et le programme est décidé par les élites. D'accord ? Donc, si aujourd'hui les élites veulent qu'on apprenne à lire tôt, c'est pas du tout pour notre bien. C'est pour qu'on soit capable de lire les textes qui les arrangent eux en vérité. Ça c'est un premier point sur l'apprentissage de la lecture, c'est pas du tout une urgence. Un individu émancipé, c'est d'abord un individu qui maîtrise ses émotions et son corps. D'accord ? C'est ce que font les arts martiaux, et donc moi je suis tout à fait, c'est un point à ajouter à ma proposition, je suis complètement pour l'introduction des arts martiaux à l'école. Les arts martiaux développent la confiance en soi, la maîtrise du corps, la maîtrise de l'esprit, le développement des valeurs, comme le respect, l'honneur, tout un tas de valeurs sympathiques, la maîtrise de soi, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
On a eu un président, Sarkozy, qui était réputé pour partir dans des colères monstres, n'était pas capable de se maîtriser lui-même. Et ça, c'est nos dirigeants. Donc il faut savoir, il faut se rappeler, bon ça c'est Lao Tzu qui le rappelle aussi, nos dirigeants sont nos modèles, c'est-à-dire que si le peuple ne peut pas bien se comporter si ses dirigeants se comportent mal. Ça c'est une réalité philosophique, c'est une réalité si vous voulez. Si on se comporte mal nous, c'est parce qu'on prend modèle sur nos dirigeants. C'est naturel, c'est comme ça. Donc à nous de choisir les bons dirigeants. Moi, personnellement, je choisis des maîtres spirituels. Voilà. Et c'est sur eux que je prends modèle. Ces dirigeants-là ne sont plus les miens. Les gens pour qui certains votent ne sont pas mes modèles. Et ne sont pas mes dirigeants non plus. Donc je choisis mes dirigeants. Ce sont dans mon cas, des maîtres spirituels. Et donc, je suis pour une introduction des arts martiaux à l'école. Je suis pour une introduction des arts corporels. Donc la danse, le chant, le théâtre. Et les sports, bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, jusqu'à au moins 9 ans, 10 ans, les enfants devraient passer la majorité de leur temps à faire du sport, de la danse, du chant, de l'art et de l'artisanat. Et donc, à 10 ans, on se retrouverait avec des enfants, si vous voulez, qui sauraient maîtriser leur corps, se maîtriser eux-mêmes, qui connaîtraient leur monde émotionnel et qui sauraient naviguer dedans, du coup, qui sauraient se mettre en relation avec le monde émotionnel des autres, et aussi qui seraient capables de produire des objets d'artisanat. Ce qu'on appelle les objets d'art, de l'artisanat. Ils sauraient coudre, ils sauraient, je sais pas moi, fabriquer, ils sauraient faire de la menuiserie, ils sauraient fabriquer des meubles, ils sauraient fabriquer des tas de choses, quoi. Tout ce qu'on veut en fait, tout ce qu'eux ont envie d'apprendre à faire. Donc voilà, bah écoutez, ah oui, et sur l'apprentissage de la lecture, eh ben, j'en veux pour preuve, donc, sachant qu'aujourd'hui en France, l'école n'est pas obligatoire, d'accord ? On veut vous faire croire ça, mais c'est faux. C'est l'instruction qui est obligatoire, de par la loi. L'instruction est obligatoire, et l'instruction peut se faire dans une école publique, dans une école privée, ou à la maison, selon le libre choix des parents. L'école, elle, le fait de mettre vos enfants à l'école, ça, ce n'est pas obligatoire, d'accord ? On cherche à jouer sur sur la sémantique entre instruction et école, d'accord ? Et c'est pas du tout obligatoire de mettre ses enfants à l'école. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de leur donner une instruction. Et dans ce cadre-là, j'ai quelques amis qui donnent l'instruction à la maison à leurs enfants, et ils m'ont expliqué que, en fait, un enfant, lorsqu'il demande à apprendre à lire, le temps que ça met pour lui enseigner la lecture, c'est 2 heures. 2 heures pour enseigner la lecture à un enfant motivé, un enfant qui demande à apprendre à lire. Donc je reviens sur le premier principe qui est écouter les besoins de l'enfant, c'est-à-dire que tant qu'un enfant n'exprime pas le besoin d'apprendre à lire, si vous essayez de lui apprendre à lire, vous allez conclure, comme ma grand-mère et comme beaucoup de personnes âgées, « Ah, les enfants ne veulent pas apprendre, les enfants ne veulent rien apprendre, ils ne pensent qu'à jouer. » Les enfants n'aiment pas apprendre, on est obligé de les forcer, d'accord ? Ça, ce sont les raisonnements de mes grands-parents, ok ? Aujourd'hui, on a passé 2 générations, on est au 3e millénaire, au 21e siècle, il faut arrêter de penser comme ça. Les enfants, ils n'ont qu'un désir, les enfants, ce sont des machines à apprendre, d'accord ? Ils apprennent très très vite, pour peu qu'on les nourrisse là où ils en ont besoin, là où ils sont assoiffés, avides d'apprendre, d'accord ? Donc il suffit juste, je veux dire, si vous voulez enseigner quelque chose à un enfant, demandez-lui ce qu'il veut apprendre, ou simplement, parce que des fois, quand on leur demande, ça les bloque. Mais juste observez-le, écoutez-le, sentez, essayez de sentir qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre. Et testez-le. Si vous sentez qu'il a besoin d'apprendre ceci ou cela, hop, vous lui donnez un peu de ça. Vous voyez sous quelle forme il a, et vous observez ses réactions, et il va vous montrer très, très vite sous quelle forme il a envie d'apprendre ça. Parce que ça ne va pas être la forme que vous allez proposer, évidemment. Puisqu'on est trop con, je suis désolé, on est des adultes maintenant, on a perdu quelque chose, on est devenu trop con. Par contre, si on écoute, eh ben, on va recoller cette intelligence, on va se recoller à l'intelligence naturelle de l'enfant. Et si on ne brime pas ça, si on ne met pas un carcan scolaire sur ça, ou un carcan dogmatique sur comment on devrait enseigner les choses et dans quel ordre, si on évince tout ça et qu'on dit bah ok, de quoi a besoin mon enfant maintenant, et sous quelle forme, dans quel domaine il veut apprendre et de quelle manière, et observer de quelle manière il veut apprendre, bah en fait laissez-le jouer quoi, juste laissez-le jouer. Laissez-le jouer et vous allez voir,
Vous allez voir qu'il va vous montrer ce qu'il apprend et ce qu'il a envie d'apprendre. Et vous allez voir que ça va tourner d'abord sur la motricité. Ensuite ça va tourner sur l'art. Et plus tard, ça va tourner sur la curiosité intellectuelle pour le monde qui l'entoure. Et nourrissez au fur et à mesure qu'il demande, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Je pense que j'ai dit plein de choses, c'est assez dense ce que j'ai fourni là. Il y a des propositions qui sont applicables dès maintenant dans la famille. Bon, ceux qui mettent leurs enfants à l'école par nécessité, bien sûr, vous allez continuer. Donc là, soit vous trouvez une école qui fonctionne déjà, soit s'il y a des parents motivés, et je sais qu'il y en a, parce qu'il y en a qui créent des écoles en ce moment, et ben, les parents, vous pouvez très bien vous associer avec des pédagogues, entre vous déjà, et avec des pédagogues, c'est-à-dire des instituteurs, des professeurs, et puis créer une école avec une pédagogie qui soit pas autocratique, quoi. Qui soit basée sur l'écoute des enfants et la relation humaine avec les enfants. Alors oui, j'ai oublié ce point essentiel, donc je le précise maintenant. J'ai parlé donc d'un savoir robotique, un savoir qui est imposé de manière machinale à des enfants sans tenir compte de leur personnalité, de leur humanité, de leur individualité. Donc, mais ça ne tient pas compte non plus finalement de l'humanité du professeur, de l'enseignant. Les enseignants, ils ont envie d'enseigner, d'accord ? Donc, si on se met à écouter les besoins de l'enfant et à y répondre, pourquoi ne pas écouter aussi les besoins des enseignants ? C'est-à-dire peut-être que l'enseignant, il n'a pas envie de se conformer au programme. Moi, tous les enseignants que j'ai connus quand j'étais enfant, dès qu'ils parlaient du programme, ils se renfrognaient comme ça, ils avaient l'air vraiment désespérés, quoi. Ils disaient, bon, je fais ça parce que c'est le programme, mais moi je m'en fous. Donc, je crois qu'on gagnerait vraiment à avoir des enseignants qui enseignent ce qu'ils ont vraiment envie d'enseigner, ce qui les passionne, ce qui les prend au cœur, ce qui les prend aux tripes. Et les enfants, ils savent reconnaître un enseignant authentique, ils savent reconnaître, ils aiment l'authenticité, d'accord ? S'ils voient un enseignant qui est passionné par la géographie de la Bourgogne, j'en sais rien, tu vois, ou des montagnes, un mec qui aime les montagnes, tu vois, et il vous parle des montagnes, la formation des Alpes, etc., parce que vraiment, ça lui prend au cœur, ça lui prend aux tripes et tout, mais les enfants, ils vont le regarder comme ça, comme ils regardent quelqu'un, un conteur, leur raconter le petit chaperon rouge ou une histoire, tu vois. Ils vont être ébahis, ils vont l'écouter pendant des heures, alors même que le même prof, vous lui imposez de parler ça à un moment où il n'a pas du tout envie d'en parler, à des enfants qui n'ont pas du tout envie d'écouter ça, bon, ça va pas marcher, tu vois. Donc voilà, on va tenir compte des besoins des enfants, on va tenir compte de l'offre des enseignants, c'est-à-dire des besoins des enseignants, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'enseigner, la manière. Moi je pense qu'il faut laisser les enseignants choisir leur pédagogie, voilà, allez, allons plus loin. Allons plus loin dans cette nouvelle école. Déjà, on va tenir compte des besoins des enfants, mais il faut que chaque école, et même que chaque enseignant, puisse choisir sa pédagogie, en fait. Il faut que chaque enseignant puisse choisir sa pédagogie et que les enseignants se regroupent dans les écoles qui les laissent agir de la manière dont ils ont envie d'agir, qui les laissent enseigner de la manière dont ils ont envie d'enseigner, et que donc, peut-être... Voilà, et que chaque école finalement soit le reflet d'une collectivité locale, soit le reflet d'une manière de faire très locale, très identitaire, que chaque école crée son identité pédagogique, en fait. Voilà, donc plus de programmes infligés à la nation, à toutes les écoles de la nation, mais chaque école, et même chaque enseignant, qui décide par elle-même et par eux-mêmes ce qu'ils veulent enseigner et de quelle manière. Voilà. En relation avec les enfants. Donc on a trois choses. On a les besoins des enfants, les besoins des enseignants, et la relation qui doit se tisser entre les deux. C'est-à-dire que il faut qu'on arrête, voilà, point supplémentaire de cette nouvelle école, il faut qu'on arrête de considérer les enfants comme ne sachant rien. Moi, comme je vois les choses, ça n'engage que moi, et un petit groupe de gens qui pensent comme moi. Vous avez remarqué, la société évolue très vite, le monde évolue très vite, la planète évolue, les humains évoluent très vite, les consciences évoluent très vite. Et les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes enfants que ceux d'il y a 10 ans, que ceux d'il y a 20 ans, qui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Les enfants eux-mêmes, je ne sais pas si vous avez regardé les enfants récemment,
Moi, les enfants, ceux qui ont 10 ans de moins que moi, ils m'épatent par leur conscience, leur niveau de conscience, ce qu'ils sont capables de me dire sans jamais l'avoir entendu à l'école, hein, puisque l'école n'émancipe pas les gens. Mais ce qu'ils peuvent me dire, des fois, ces enfants-là, ils ont un niveau de conscience qui m'épate, qui me dépasse même. Donc pour moi, les enfants, je vais plus loin dans ma réflexion, dans mon observation, pour moi, les enfants sont porteurs des informations de la nouvelle société. Les enfants, je répète, hein, les enfants sont porteurs des informations que nous devons mettre en place pour créer un monde meilleur, pour créer cette nouvelle société, cette nouvelle humanité. Ce sont nos enfants qui portent les informations. Donc, moi, je porte des informations qui dépassent mes parents. Mes parents ne peuvent pas comprendre les informations que je porte. Mes grands-parents ne peuvent encore moins comprendre. Eux, ils sont largués. Ils peuvent à peu près se raccrocher à ce que mes parents apportaient comme information. Mais déjà, mes parents ont dû apporter des informations de ouf que mes grands-parents ne pouvaient pas comprendre, j'imagine. Je ne m'en rends pas bien compte. Mais je sais que les informations que je porte dépassent mes parents et leur génération. Je sais que les informations que les jeunes de ma génération portent dépassent celles de nos parents, dépassent la génération de nos parents. Et les informations que portent les jeunes enfants, les enfants de maintenant, me dépassent moi-même et dépassent les gens de ma génération. Donc, il faut qu'on arrive à créer une école et une société, mais donc déjà une école, qui se base sur le fait qu'il faut qu'on arrive à ce que nos enfants aillent chercher ces informations et nous les transmettent. Donc, et qu'on puisse les accompagner à mettre en œuvre ces informations pour créer la société de demain. Voilà le but de l'école. Le but de l'école de demain, hein, ça va être ça. Ça va être d'aller aider les enfants à extraire en eux-mêmes, à exprimer tout simplement, parce qu'ils les manifestent comme ça, ils les expriment naturellement, mais il faut qu'on les encourage et qu'on les aide à exprimer ça davantage, à structurer ça peut-être, à aller plus loin, à donner une forme concrète, matérielle. Donc, au départ des mouvements, après des dessins, ensuite des objets et enfin des concepts et des théories. Des entreprises, des activités économiques, des nouvelles sciences, des nouvelles gymnastiques, des nouvelles spiritualités, que sais-je, une nouvelle économie, tout. Ils vont apporter les nouvelles informations. Moi, j'apporte déjà des nouvelles informations, je vous les donne, et avec ces informations, on va bâtir le monde qui va permettre d'extraire les informations encore d'après-demain, d'accord ? Voilà, j'espère que je m'emporte pas trop, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc, toutes ces idées pour l'école du futur, pour l'école de demain, j'espère, hein, un futur le plus proche possible. Il y en a qui le font déjà, et j'espère que ces idées vont nourrir l'imaginaire et la créativité de mes compatriotes internautes et esclaves, pour qu'on puisse enfin s'émanciper et devenir libre. Amis internautes, à bientôt pour la prochaine vidéo.